Bonjour, bienvenue à notre podcast Asian Echo. Je suis Mona. Diego. On a aujourd'hui avec notre invité Ali. Ali, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ali Azara. Voilà, je viens d'Afghanistan et ça fait presque 11 ans que j'habite en France. Et une père de famille, j'ai 3 enfants. Voilà. Je suis cinéaste et je travaille avec Atelier des artistes en exil. C'est quoi ta fonction à l'atelier des artistes en exil? Moi, je suis coordinateur national d'Atelier des artistes en exil pour les artistes iraniennes et afghans aussi. Et, voilà, tout le monde qui sait parler persan, farsi, on appelle en Afghanistan dari, ça. Voilà, c'est un langage commun entre plusieurs pays. Alors, les artistes qui parlent ou comprennent cette langue, et je travaille pour eux, voilà, à l'atelier. Tu dois faire la confession. En fait, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur le pays afghan et puis Afghanistan et puis Zara. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu Oui. Moi, je viens d'une population en Afghanistan qu'on les appelle Hazara, avec un H, évidemment. Nous-mêmes, on dit Hazara ou Hazara, officiellement. C'est un tribut. On n'a pas beaucoup de recherches à propos de l'origine de cette tribu, mais cette population, pardon. Mais il y en a deux hypothèses qui existent, trois hypothèses existent. La première dit que les Hazaras, ils sont le peuple de Uiti, qui vient de région de est de Turkestan, ça veut dire la partie de Xinjiang, le nord de Tadjikistan. Et ils ont descendu en Afghanistan il y a entre 2000 et 2500 ans. Deuxième hypothèse parle qu'on est le reste de peuple khazar qui était au nord de la mer Caspienne, en Asie centrale, et cette population était disparue il y a, je pense, 1500 ans, et après on avait l'apparition des Hazaras en Afghanistan, au centre d'Afghanistan. Et la troisième hypothèse, il parle que les Hazaras, ils sont le reste de l'armée de Genghis Khan, qui c'est pas très crédible, mais cette hypothèse existe aussi. Aujourd'hui, on parle dari, un dialecte de dari qu'on l'appelle Hazaragi, et c'est une des très anciens dialectes de farsi. On peut trouver des mots qui n'existent pas aujourd'hui, qui existent, pardon, qui n'est pas commune chez d'autres personnophones. On a toujours chez les Hazaras, mais ça existe, il y a beaucoup des mots d'origine turque, ou quelquefois mongol aussi. Khalkhay, ça existe aussi. Et anatomiquement, on ressemble à la peuple d'Asie centrale, ça veut dire avec les yeux bridés. Et après, dans certaines régions des Hazaras, vu la mélange avec le peuple local, l'anatomie est changée, mais en Afghanistan, si on donne un terme anatomique, on connaissait les Hazaras avec leurs yeux bridés. Voilà. Est-ce que cette culture, on peut trouver ressemblance avec la culture turque ou mongole? Il y en a, mais pas très très fréquent. Par exemple, on a toujours le culture de Kukburu, on peut dire Buzkashi. Voilà. C'est un très ancien culture mongole qui est pratiqué par toutes les tribus, tous les peuples afghans, la population qui habite en Afghanistan. Mais notre culture, c'est une culture, on peut dire, culture d'Iran, très proche. Si je dis Iran, ce n'est pas le terme géopolitique d'aujourd'hui d'Iran. Je parle d'une culture qui ça n'a rien à voir avec
la forme d'aujourd'hui de pays qu'on l'appelle Iran. C'est un zone culturelle, voilà, zone de culture qui est très vaste. Plutôt, on l'appelle Khorasani, ça veut dire la terre Khorasan est tout à fait. Ça commence de l'est d'Iran et ça continue jusqu'à Asie centrale, Afghanistan, quelques frontières avec le culture indien et ourdou. Voilà. C'est très vaste et plupart culturellement, voilà, on pratique la culture avant d'islam. Ça veut dire, par exemple, pour la fête de Nowruz, la fête de Nouvel An chez nous, c'est un petit peu différent qui la culture Nowruz d'aujourd'hui qu'on pratique en Iran, Afghanistan, au nord, euh, vers le pays Asie centrale, mais on trouve que cette différence vient de l'ancienneté de notre culture. Ça veut dire on trouve des éléments zoroastriens, beaucoup de bouddhisme aussi, pas beaucoup hindou, et après l'arrivée de l'islam, voilà, l'impact de la culture islamique aussi, c'est très visible, mais je peux dire que c'est une culture qui est liée avec d'autres peuples de notre région. Par exemple, notre musique, l'instrument central de notre musique est damboura. Damboura, c'est un instrument central pour toute la musique Asie centrale. Au nord d'Afghanistan aussi, il change de forme en Iran, mais ça reste pour moi, je suis pas, évidemment, je suis pas expert de musique, mais quand je regarde la forme et le son, je vois qu'il voilà, il y a toujours cette ressemblance qui existe. Que ces différentes cultures, aussi des différents groupes ethniques Oui. et coexistent en afghan. Et comment tu trouves cette coexistence? Plutôt ça se passe bien? Pas vraiment, parce que malheureusement, on connaît Afghanistan, un pays profondément touché par les problèmes d'ethnie. C'est très fort et cette cohabitation, ça existait certains temps. Après, par l'intérêt politique et quelquefois religieux, ce n'était pas facile, cette cohabitation. Mais on peut dire en général, oui, il y a une cohabitation et qu'on a, mais toujours il y a une sorte de résistance de chaque population en Afghanistan pour son côté culturel, qui aime garder un petit peu son propre identité. On a ça aussi en Afghanistan. Et j'ai vu beaucoup, du coup, les groupes de gens Zara voyagent pas mal. Et on peut trouver les groupes de gens Zara un peu partout dans le monde. Et surtout déjà en Afghanistan, mais aussi en Europe. Et il y a d'autres peut-être contenants qu'on peut trouver. Euh, Évidemment que ce déplacement est plutôt récent. Mais dans le passé, on avait, bon, cette groupe, on trouvait des Hazaras dans l'Asie centrale beaucoup. Par exemple, en Iran, on a une communauté Hazara qui sont origines de cette région. Ils sont dans Khorasan en Iran, dans la région Khorasan. Et ils sont là, voilà, depuis très très longtemps. Même, on peut dire, ils sont originaires de cet endroit. Et on pratique la même culture, la même dialecte. Après, certains événements politiques et la guerre civile a impacté beaucoup. On avait, en grosso modo, 3 périodes d'émigration pour les Hazaras dans les derniers 300 ans. Euh, le, le premier a vraiment commencé il y a presque 139 ans. C'était une guerre civile en Afghanistan. Les Hazaras étaient rebelles contre le gouvernement central qui voulait euh, créer une nouvelle nation avec une seule identité. Alors,
On avait une guerre avec le gouvernement, avec une roi qui, malheureusement, on avait perdu cette guerre. Et dans cette guerre, on avait perdu 2 tiers de notre population et plus que moitié de notre terre aussi. Et c'était là la première immigration de masse des Hazaras. Et c'est pour ça qu'on avait l'apparition de communautés Hazaras du Pakistan, au Koweïta par exemple, où leurs anciennetés presque sont 30 ans, voilà. On avait beaucoup de déplacements internes aussi dans cette époque, et car cette guerre, bon, ça nous a coûté beaucoup. Une des prix qu'on a payé, c'était quoi? Vendre des Hazaras comme esclaves était autorisé. Et alors, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de familles qui étaient forcées, qui étaient vendues dans le marché d'esclaves, dans Asie centrale, même en Inde. On a des traces aujourd'hui. Par exemple, en Inde, si vous cherchez le mot Hazara, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver, ils sont hindous aussi qu'aujourd'hui, mais ils ne pratiquent pas leur culture d'origine parce qu'ils étaient fondus dans la société indienne. On peut trouver dans les pays Asie centrale comme Kazakhstan, Kirghizistan. J'ai entendu ça qu'au Kirghizistan, on a une petite communauté et Hazara aussi. Alors, ça, c'est la première vague. Deuxième vague, ça arrivait avec... ça a bien commencé avant le coup d'État des communistes en 1979 en Afghanistan. Mais c'était question d'économique parce que quand on avait perdu la guerre contre le gouvernement, il y a une discrimination profonde qui a été créée par le gouvernement d'Afghan. Les Hazaras n'avaient pas le droit d'y aller à l'université, et être gradés dans l'armée, et être employés de système gouvernemental, par exemple. Et on avait perdu les terres qui étaient cultivables. On était poussé dans la montagne, et après on était obligé à payer une autre taxe que les taxes normales de pays. Et tout ça, ça nous a mis dans une situation incroyablement horrible. La misère était vraiment visible partout. C'est pour ça qu'on avait une deuxième vague d'émigration. Et c'était pas en groupe, c'était individuel, mais c'était plutôt, par exemple, en Iran, au Pakistan aussi. Certains pays d'Arabes, on a des communautés hazaras, par exemple, aujourd'hui en Syrie. On avait en Irak, par exemple, en Koweït aussi. Ça, c'est l'immigration de l'année 1970. Et évidemment, cette vague était continuée avec le coup d'État des communistes en 1979 aussi. Et le troisième vague qui commençait bien avec la guerre civile de l'année 2000-1990 en Afghanistan. Même après changement de régime à Kaboul, malheureusement, cette culture d'ignorer des Hazaras existait. Alors, c'est pour ça que les Moudjahidines qui ont renversé le gouvernement, ils n'acceptaient pas les Hazaras comme les habitants de ce pays. Ils voulaient le garder comme le second habitant de ce pays, le second, toujours. C'est pour ça qu'on avait cette immigration aussi. Et cette immigration qui a commencé vers la fin de l'année 90 et au début de l'année 2000 a continué jusqu'à aujourd'hui. En fait, je suis assez impressionné en fait, malgré le changement du régime, parce que le pays Afghanistan, il a connu vraiment multiples de formes de gouvernement. Mais après, évidemment, après le coup d'État communiste, après aussi régime islamiste, mais tout le temps, en fait, le peuple hazara ont été persécutés, quoi. Tout Persécutés. à fait, tout à Oui, fait. Malheureusement, c'est ça que je vous avais dit, qu'il y a une culture qui a été fondue il y a 150 ans. Ignorer et rejeter les Hazaras. Et cette culture qui a été commencée, même quand vous regardez par exemple la Constitution, toutes les lois en Afghanistan, ils ne parlent jamais de ça. Les Hazaras, ils sont comme ça. Mais ça, c'est culturel.
C'est vraiment Donc, culturel. c'est-à-dire la persécution est Exactement. devenue une culture, c'est ça? Exactement. Même, imaginez qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple origine africaine d'Amérique. Par exemple, on n'avait pas dans Ah notre oui. constitutionnel que, Hmm. OK, un homme, comment dire, le peuple africain, ils sont différents que les blancs, mais en réalité, ça existait. Et ça existe aujourd'hui. C'est la même chose en Afghanistan. Il n'y a pas de loi contre nous, mais c'est profond dans notre culture. Et actuellement, l'Afghanistan est gouverné par un taliban. En fait, là, est-ce que tu pourrais nous parler de la situation actuelle hein, du peuple hazara en, voilà, en fonction, en fait, en relation de ce qui se passe actuellement? Idéologie de taliban, pour moi, c'est très important que je le dise que c'est pas une idéologie religieuse à 100%. Oui, l'image qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Mais en réalité, c'est pas ça. L'idéologie de taliban est basée sur une identité religieuse, tribale, forcée par religieux. Ça veut dire quoi? Malheureusement, Taliban, c'est un groupe d'ethnie à la base, Pashtun, d'Afghanistan, euh, qui sont islamistes radicales. Voilà, parce qu'il faut préciser ça, que chez les Pashtuns, on a des extrémistes, mais évidemment, on a des libérales aussi. Ce n'est pas ça que toutes les Pashtuns sont talibans. Non, il faut oublier et effacer cette regard aussi. Mais cette idéologie a vraiment renforcé par deux côtés. D'abord, identité pashtun et deuxièmement, identité islamique. Et dans cette idéologie, on parle de ça qu'Afghanistan, c'est les terres des Afghans. Alors, Afghan, ce n'est pas tout le peuple afghanistan. Afghan, c'est l'autre nom de Pashtun. Alors, ça veut dire que c'est une terre de Pashtun. Ok, les Hazaras, ils ne sont pas Pashtuns. Ils ne sont pas bienvenus. Et deuxièmement, côté religieux, majoritaire des Hazaras, 80%, entre 70 et 80% des Hazaras, ils sont chiites. Deuxième ami, comme le chiisme qu'on a en Irak et Iran et Azerbaïdjan. Alors ça, c'est non plus acceptable par les talibans qui sont extrémistes, sunnis radicales. Base idéologique vient de l'Inde et beaucoup de support par Saudi Arabie et l'islam salafisme qui existe dans cette région. Et c'est pour ça que notre situation est comme le passé. Ça veut dire qu'il ne nous accepte pas, il nous persécute. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver, à part une seule personne dans tous les gouvernements de talibans aujourd'hui, aucune poste a été filée aux Hazaras dans leur région non plus. Ok, il y a par exemple, si vous êtes professeur, ça va, mais quand je parle de postes au niveau qui est politiquement important, non, vous n'avez pas. Notre situation est horrible. Au début d'arrivée de talibans, on avait des familles qui étaient mortes entièrement par la famine. Vous pouvez imaginer, oui, la famine existe partout dans le monde, mais quand on dit Afghanistan, personne ne pensait pas qu'il y a des familles qui meurent de faim. On avait ça, on avait beaucoup, beaucoup d'exécutions droite à gauche par les talibans ou par le groupe rival aussi. Et aujourd'hui, on imagine que notre situation, ce n'est pas comme la période de guerre civile d'Afghanistan, c'est la même atmosphère qu'on avait il y a 139 ans, avec la guerre contre le gouvernement. Et ces situations peut-être poussent peut-être les gens de Zara viennent en Europe et Oui, partout. oui. Il ne faut pas oublier ça que nous, on est au niveau de population, nous sommes un quart de pays
25% de pays. Mais en termes d'émigration, il y a 2 tiers des immigrants afghans, ils sont Hazara. Vous pouvez imaginer ça. Par exemple, la communauté Hazara qui habite aujourd'hui en Iran, ils sont 3 millions. 3 millions Hazara qui habitent en Iran. Il y a 500 000 d'autres populations afghanes aussi qui habitent en Iran, comme les Pashtuns, les Tadjiks, les Ouzbeks. Et en Pakistan, le moitié, ils sont des Hazara. Voilà, les immigrants. En Europe, il y a 80% des immigrants à l'Europe, ils sont des Hazaras. Du coup, dans les pays, par exemple, Iran, Pakistan, où on peut trouver beaucoup de Hazara, est-ce qu'ils sont bien accueillis? Non. Non. Non, malheureusement, par exemple, en Iran, ma famille était dans la première vague d'émigration en Iran, 1979. Quand j'avais 1 an et demi, presque 2 ans, ma famille a quitté Afghanistan avec avant d'arriver de communistes même. Et depuis, j'ai grandi là-bas. J'habitais en Iran jusqu'à 2003. Alors, j'étais élevé en Iran. Et cette discrimination vraiment, vraiment existe. D'abord pour toutes les Afghans. Mais la différence, c'est quoi qui est... Tout de suite, vous pouvez connaître que c'est une Hazara avec ses yeux bridés. Vous pouvez le séparer tout de suite. Mais au niveau de anatomie et visage, c'est compliqué à distinguer que cette personne est une Tadjik ou Pashtun ou iranienne. Mais Hazara, tout de suite, vous connaissez un Hazara. Voilà. Oui, c'est une Hazara et c'était vraiment horrible pour nous. On n'avait aucun droit civil en Iran. Aucun droit civil. Aller à l'école, c'est vraiment... c'était quelque chose comme décision de la responsable d'école, quelquefois, dans le département. Si cette personne était un petit peu plus gentille, vous laissez aller à l'école. Sinon, c'est interdit. Par exemple, vous ne pouvez pas imaginer, vers début de l'année 1990, on avait l'apparition des écoles pour les enfants, pour les Afghans, qui étaient créées par eux-mêmes, illégalement, chez eux, dans la maison. Et pourquoi? Parce que c'était interdit pour les Afghans d'y aller à l'école. Et dans l'école souterraine, on les appelait comme ça. On commençait à étudier nos enfants. Pourquoi? Parce que c'était interdit pour nous. C'était vraiment le goût de chaque personne qui décidait pour nous. On n'avait pas une loi qui nous pouvait protéger. Et cette discrimination, malheureusement, même existe aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'était pas réfugiés en Iran. Ils nous appelaient autre chose, comme des gens déplacés. Des gens qui étaient déplacés, sans abri. Alors, quelqu'un qui est sans abri et déplacé n'a aucun droit international non plus. Et c'était horrible. Au Pakistan, c'était un petit peu mieux, plus mieux, parce que il ne faut pas oublier que la fondation de Pakistan, ça date pas, il y a 70 ans, 80 ans, ce n'est pas très très vieux, ce pays, et que les valeurs de ce pays, ce n'est pas tribal, c'est religieux. Et car on avait une communauté Hazara qui a déjà existé dans ce pays, alors, majoritaire des Hazaras qui quittaient Afghanistan pour Pakistan, ils se réfugiaient dans cette communauté qui était déjà pakistanais. Alors, ils étaient mieux protégés. Mais en Iran, non. Malgré que notre culture était la même, que notre langage était la même, même religieusement, pour une partie des Hazaras qui étaient majoritairement chiites, c'était la même. Et non, on n'était pas bienvenus, nous ne sommes pas bienvenus aujourd'hui non plus. Et moi, ma femme aussi, ma sœur aussi, ma famille, on avait créé une école illégale pour les enfants afghans, voilà. Majoritaire Hazara. On avait des écoles souterraines là-bas. Et du coup, j'imagine dans ces écoles, ces études ne sont pas validées par l'État. Non, Donc jamais. ça bloque aussi de trouver, par exemple, un emploi. Déjà, c'est interdit pour nous de travailler là-bas.
Ça veut dire nous, on fait le travail illégal. Oui, vous êtes choqués, mais c'est comme ça. En Iran, on n'avait pas de sécurité sociale. On n'avait pas droit d'avoir. Alors, si vous n'avez pas droit d'avoir sécurité sociale, évidemment que vous ne pouvez pas travailler. Et c'est pour ça que nous, le majoritaire des Hazaras travaillaient dans la ferme, dans le chantier de bâtiments. Pas d'assurance et aucun service. Ça veut dire, c'est pour ça que quelquefois les Iraniens ils étaient en colère contre nous en disant que oui, vous êtes en train de voler notre travail et parce que vous êtes moins cher. Évidemment, on était moins cher parce qu'on n'avait pas de choix. On n'avait pas de choix. Mais certains des Hazaras quand même arrivent à y aller à la université et avec des pays trop chers, quelquefois avec la corruption. Mais une grande partie, plus que moitié des Hazaras, ils n'étaient pas à l'école là-bas. Mais quand même, ils arrivent à y aller à l'école illégale. Est-ce qu'il y a eu mouvement politique du peuple hazara en Iran pour faire améliorer, pour réclamer l'amélioration de leur Non, traitement? c'est inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est aussi répressif. Oui, Oui, évidemment. d'accord. Pourquoi? Moi, je me souviens 2 événements remarquables dans ma vie qui est passé en Iran. D'abord, on avait une petite révolte des gens qui habitaient dans un camp de réfugiés qu'on l'appelait Sefetsang, le pierre blanc en Iran. Et ils se révoltaient contre leur situation. Ils demandaient, voilà, ok, d'accord, on est prisonnier dans cette camp, mais on demande un petit peu plus de services. Améliorer notre situation parce que l'état, l'hygiène est horrible et la réponse était le cartouche voilà, de balles. On avait beaucoup de morts. Même l'État iranien a attaqué à cette camp de réfugiés avec hélicos et tanks. Ils ont massacré beaucoup de monde. On ne trouve même pas aujourd'hui leurs cadavres parce qu'ils étaient lâchés dans une lac. Mais il y a beaucoup de monde qui était mort. Je parlais directement avec les survivants de cet événement. Et je n'oublie jamais ça. Même 2 fois, j'ai vécu dans les camps de réfugiés. C'était horrible. Et le deuxième événement, je me souviens que j'avais 13 ans en Iran. On avait le peuple local iranien qui fait une manifestation pour dire qu'il ne faut pas laisser les Afghans entrer dans l'école avec nos enfants. Parce qu'ils sont sales races et voilà, ils ne sont pas propres, ils ne sont pas cultivés. Alors, ça passait à Téhéran, dans le sud-est de Téhéran, dans une petite ville qui s'appelait Khatunabad. Et on avait beaucoup des étudiants qui étaient blessés. Moi, j'étais tabassé aussi par mes collègues d'école, par leur famille. Et après, on avait, pardon, je dis 2 événements, mais il y a un troisième qui est très important aussi. On avait une histoire qui disait il y a un tueur en série qui était arrêté. Alors, c'était un Afghan. Et alors, toutes les peuples iraniens partout, pas tout, on peut dire, une grande partie, commençaient à persécuter personnellement et punir des Afghans. Et car vous ne pouvez pas distinguer un Pashtun ou Tadjik, c'était les Hazaras qui étaient victimes parce que vous pouvez distinguer tout de suite. Ah, c'est un Afghan. On avait quelques morts. Je ne peux pas officiellement approuver ça, qu'il y a des morts parce que je n'ai pas vu. Mais on était tabassé dans la rue. Moi, j'étais tabassé dans cette période 3-4 fois. Et en fin de compte, on a trouvé que non, cette tueur en série, ce n'était pas un Afghan, c'était un Iranien. Mais chez police, elle dit que je suis Afghan. Voilà, simplement, cette déclaration révoltait une colère énorme contre des Afghans, que les victimes étaient des Hazaras. Et
J'étais dans le minibus, je me souviens, hein, j'avais 15 ans, 15, 16. Il y a il y a des gens qui font une sorte de poste barrage. Et il y a des gens qui montaient dans le minibus et il m'a descendu de bus avec deux autres amis qui en étaient ensemble. Et dans la rue, il nous a tabassés là, gratuitement, sans aucune raison. Et il y a des choses comme ça. Si je commence à vous raconter, ça serait sans fin. Un autre exemple, j'avais une frère qui est mort euh, qui fait un accident, pardon. Qui fait un accident il y a 27 ans, quand il avait 9 ans. Mais quand on fait on fait un porte-plainte contre le conducteur de la voiture, on avait perdu le procès. Et que c'était pourquoi? Parce que voilà, vous êtes un Afghan, on n'a pas droit ici. Et mon frère qui est en coma toujours. Et ça fait 27 ans en coma. Et on n'avait aucune aide, aucun suivi parce que vous êtes un Afghan. Et ça, c'est une situation majeure des Afghans en Iran. Euh, je voudrais répéter ça, que c'est pour tous les Afghans, mais on peut trouver tout de suite les Hazaras comme Afghans. L'identité afghane en Iran, c'est Hazara, pas les autres, parce qu'on ne peut pas le distinguer. Et il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Mon beau-frère a été assassiné à la frontière de Turquie-Iran par les policiers iraniennes. Il était tabassé à mort. Ce n'était pas par un fusillade ou des choses comme ça. Ce jeune homme était avec. Il était battu à mort. Il était battu à mort. La haine qui existait contre nous, les peuples, les hybridés, c'est énorme en Iran. Peut-être aujourd'hui, un touriste est bienvenu là-bas parce que, ok, c'est un touriste, peut-être chinois, peut-être japonais ou coréen, les gens qui ont classe mondiale, voilà. Et les Afghans, avec leurs yeux bridés, les Hazaras, ils sont pas bienvenus, pas du tout. C'est hyper Violent, je choquant. sais, Ouais, malheureusement aussi. trop violent. Tout ça, la seule raison, c'était parce qu'ils étaient asiatiques. Et Oui, oui, malheureusement. Ces pratiques de violence, massacres, génocide, est-ce que au sein de la communauté internationale, ces pratiques sont régulièrement dénoncées ou montrées du doigt? En fait, comment la communauté internationale, comme aussi beaucoup de ONG, comme ONG de droits de l'homme, comme Human Rights Watch ou Amnesty International, comment ils réagissent? Comment en fait, est-ce qu'ils sont au courant de cette situation? Malheureusement, en Hmm. fait, oui, ils sont au courant, mais il y a une petite chose qu'il faut noter. On a tellement de problèmes de droits de l'homme euh, en Iran qui, malheureusement, ils considèrent que le problème des Afghans et des Hazaras là-bas, c'est comme un goutte d'eau. C'est pas très important. Parce que on a beaucoup de problèmes politiques avec le gouvernement iranien, Oui, avec déjà. l'histoire. Hmm. Déjà, Hmm. il y a trop de choses en Iran qui partent au loin. Alors, ok, déjà, il faut vous êtes, vous remercier les Iraniens parce qu'ils vous laissent vivre dans leur pays. C'est déjà pas mal pour vous. C'était ça, le regard. En Afghanistan, oui, bien évidemment, si vous cherchez dans tous les documents de Amnesty International, la Commission des droits de l'homme, vous pouvez trouver ça, le trace, ils ont distingué, ils ont vraiment remarqué ça, que les Hazaras, ils sont une population fragile, qui était persécutée même. En 2021, je me souviens que le Cour national d'asile en France a déclaré comme que les Hazaras sont une population fragile et qui est persécutée en Afghanistan. C'est déjà beaucoup. Et c'est très bien. On avait le mouvement de Estab Hazara Génocide aussi, Hmm. qui a commencé il y a 5-6 ans. À Paris? Non, Non, ouais, partout au ok, monde. partout dans le monde, d'accord. Ce n'était pas par Oui. par la communauté internationale qui était commencé, mais c'était commencé par la diaspora Hazara qui habite dans les pays européens et occidentaux plutôt, pays occidentaux.
Et on a pas mal de politiciens qui parlent de ça. Aujourd'hui, par exemple, à l'Angleterre, on a quelques députés de parlement qui soutiennent cette cause. En Australie, je pense qu'on a un groupe parlementaire pour le soutien des Hazaras. Mais vu la quantité de problèmes dans le Moyen-Orient, quelquefois, ils ne le considèrent pas très grave. Pas, pas très, très important parce que la question d'aujourd'hui, par exemple, c'est l'arrivée de pouvoir de talibans et la situation des femmes et l'interdiction de l'éducation pour les femmes. Alors, ce genre de choses, ça ne vient pas toujours aux premières lignes. Vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'a pas très, très important. Est-ce que tu sens également que des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie ou l'Iran, encore l'Iran, certains ne veulent pas se faire parler de Oui, persécution des Hazaras. oui, tout à fait. Ça, ok, ça aussi, Oui, oui. oui. Pourquoi? Parce que l'Afghanistan, c'est un pays on le on le divisait par les tribus. Et l'intérêt de forces internationales dans ce pays est vraiment quelquefois relié avec les tribus. Ça veut dire quoi? On a une grande partie de pays occidentaux qui soutient vraiment les Pashtuns. On a des pays qui soutiennent les Tajiks. On n'a pas beaucoup de monde qui soutient les Hazaras. Alors, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, on est d'accord. Parce que si vous êtes soutenu, par exemple, pourquoi au 2002, quand on avait chute de talibans en Afghanistan, et on avait conférence de Bonn, hein, et là, c'était le moment qu'on pouvait arrêter à jamais l'histoire de talibans. Mais pourquoi on n'avait pas cet intérêt international pour exterminer l'histoire de talibans à jamais? Vous voyez pourquoi? Parce que si on extermine les talibans et leurs idéologies, une partie de pays, ça serait en colère, hein. Parce que le mouvement de talibans a été supporté par une tribu. Et ce genre de choses, la complexité, ça a amené la complexité pour les forces internationales aussi. Et voilà, je vois pas. Après, il y a une autre chose qui est très, très, très dangereux pour les Hazaras. Leur relation, pas officiellement, mais le regard du monde entier sur sur une identité religieuse, le chiisme. Le chiisme est considéré un danger international. Iran, c'est un danger. Hezbollah est un danger. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Hashb al-Shahidi en Irak est un danger parce qu'ils sont chiites. Et déjà ça, et que nous, les Hazaras, on est chiites aussi, il nous a mis dans le même paquet. Même pas. Simplement, je voulais dire, par exemple, je te donne un exemple un petit peu bête, qui c'est pas vraiment bête. Des extrémistes bouddhistes d'aujourd'hui en Birmanie qui massacrent les Rohingyas, par exemple. Est-ce qu'on peut dire tout de suite, tous les bouddhistes du monde, ils sont comme ça? Non. Mais quand on parle du schisme, c'est ça, en fait. Schisme est dangereux. Surtout les Occidentaux, c'est ça. Le regard occidental est comme ça, car les Hazaras, majoritairement, ils sont chiites, qu'ils parlent perse, alors eux, ils sont vraiment dans la même poignée que les Iraniens. Le gouvernement iranien, même pas la population iranienne. Et c'est ça qui amène cette regard méfiant envers des Hazaras. Je ne sais pas, est-ce que j'étais clair ou pas? Non, Oui, non, oui, c'est c'est assez très, très clair. clair. Ouais. Non, mais ça, en fait, donc, les Hazaras sont perçus partout. Oui, malheureusement. Et pourquoi, je reviens sur votre question, pourquoi il y a des Hazaras partout? Parce qu'on était tellement ignorés qu'on cherche un endroit pour se réfugier, pour vivre comme un être humain. Pourquoi 2/3 des immigrants afghans ils sont des Hazaras? Parce qu'on n'est pas bienvenu chez nous. On cherche même je trouve aujourd'hui aussi que le changement de nationalité est très très courant chez les Hazaras. Pourquoi? Parce que en Afghanistan, une grande partie du pays ne vous considère pas comme citoyen de ce pays. Toujours. Toujours.
compatriotes. En Iran aussi, ils ne vous considèrent pas comme un citoyen, même si vous vivez dans ce pays de 3 générations. Moi, je connais les familles qui étaient nées, les personnes étaient nées là-bas, qui mariaient là-bas, que ses enfants étaient nés là-bas, que son fils ou sa fille est marié aujourd'hui. Il a un enfant. Ça veut dire 3 générations qu'ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de nationalité iranienne. Ça veut dire on ne donne pas pour les Hazaras, pour les Afghans. Il est comme ça. C'est comme ça. 3 générations vivent là-bas. Il n'y a rien pour eux. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de rêve que vous pouvez construire pour vous-même. Le désespoir, c'est énorme là-bas. Moi, dans mes cousins et cousines, il y a des gens très, très talentueux. Mais quand je leur demande pourquoi, alors il faut rêver, il faut faire quelque chose. Il dit, ok, si je termine l'université, est-ce que j'étais engagé quelque part? Quelqu'un pouvait me donner de travail? Non. Si par exemple je commence à suivre mes rêves de devenir un sportif professionnel, est-ce qu'il me laisse entrer dans de grandes équipes? Non. Alors, vous êtes une communauté, 3 millions de personnes clandestines dans ce pays, comme les Harijans en Inde. Il n'y a pas de rêve pour eux. Ok, culturellement, ça veut dire. Évidemment que la loi en Inde le protège. Ça veut dire qu'ils ont droit. Mais nous, on n'a pas de ça non plus en Afghanistan, en Iran. En Afghanistan, on a combattu pendant 40 ans pour avoir notre rêve. Et on avait commencé ça déjà. On commençait à devenir cette soif que tout le monde nous ignore. Il faut qu'on nous montre que, ouais, on est capable de le faire. On n'est pas comme ça que vous croyez dans votre tête. Une population pas éduquée, dangereuse et ce genre de choses. Et c'était ça qu'on avait arrivé en masse dans le domaine artistique, dans le domaine culturel par les Hazaras. C'est comme ça cette soif nous a donné cette envie, ce désir d'aller à l'école. C'est pour ça que 2 tiers des C'est les étudiants... besoins fondamentaux. C'est les Exactement, droits c'était fondamentaux. fondamental pour nous, Oui. pour notre existence, que les autres nous acceptent. 2 tiers de universitaires en Afghanistan, c'était les Hazaras. 2 tiers qui ont été un quart de pays au niveau de population. Majoritaire des artistes étaient des Hazaras, des écrivains, les poètes, les cinéastes, les théâtres. Je peux dire, 2 tiers étaient des Hazaras, au moins. Pourquoi? Parce qu'on avait cette soif. Ok, il faut se présenter dans ce pays, il faut se montrer. Et ça, il y a beaucoup de monde qui était désespéré. Non, ils ne nous acceptent pas. C'est pour ça qu'on avait cette émigration en masse. Il y a des combattants qui restaient. Il y a qui disent non, ça continue pendant des générations. On reste pas ici. Ils quittaient le pays. J'ai plusieurs questions dans ma tête. Première, donc, est-ce qu'ils n'ont pas de passeport? Il y a des gens qui n'ont pas de passeport. Donc, Il y a des gens, après 2021 jusqu'à 2000, après 2001 jusqu'à 2021, pardon, on avait le droit comme les autres. Évidemment, on avait des passeports, on obtient le passeport. Ça, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, par exemple, les talibans, normalement, ils ne laissent pas les Hazaras prendre le passeport. Par cette peur qu'ils vont quitter ce pays. mais du coup, ils sont pas, en fait, compris comme des habitants, Oui. comme les autres, mais on peut même pas trop partir. Non. C'est vraiment Vous l'idée devez d'un peu résoudre, vous devez esclave, quoi. disparaître. Oui, Vous devez disparaître. C'est ça. Disparition. Même pas, comment dire, partir, non. Disparition. C'est ça à pas partir à l'extérieur, mais juste disparaître. Tu dois disparaître dans ce pays. Tu dois ignorer ton identité, ta culture et tout. Tu dois disparaître ici. C'est ça le regard pense général. D'autres pratiques, violations des droits de l'homme existent aussi, comme séparation forcée familiale, enlèvement des enfants des parents et aussi emprisonnement. Tu peux nous parler un peu plus quelles sont
des autres pratiques de répression ou des exactions. D'abord, Oui, si vous savez que vous serez pas, vous ne pouvez pas être employé, c'est une méthode qui ne vous force pas à organiser votre vie. comme les nazis Exactement. Ah ont oui, à interdit, 100%. Situation de interdit juifs, aux Juifs travailler. Deuxième Guerre mondiale, Ouais. c'est très ressemblant à nous aujourd'hui. Euh, pour eux qui sont restés en Afghanistan. Et c'était comme ça. Quand vous ne pouvez pas créer votre rêve, alors vous n'avez pas de plan pour le suivi. Quand vous n'avez pas de plan pour le suivi, alors ça sert à quoi y aller à l'école, l'université? Et ça, c'est invisible. Ça veut dire, ce n'est pas comme séparation familiale, mais c'est quelque chose de profond. Ça veut dire que cette société ne vous laisserait pas à organiser votre rêve. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Après, c'est l'ignorance. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça, malheureusement, existe pour tout le peuple afghan, non pashtun en Afghanistan, parce qu'il ignore notre identité. Ça veut dire qu'il nous force à dire que, OK, il n'y a pas des Hazaras, il n'y a pas des Tadjiks, il n'y a pas d'Ouzbeks. Les Ouzbeks en Afghanistan, ils sont tous afghans. Ça veut dire, imaginons, à donner une identité qui n'appartient pas ou il nous force après, parlez pas à votre langue maternelle. C'est nous qui décidons. Vous nommez par exemple cet objet quoi? Par exemple, il nous a dit, on avait ce combat culturel beaucoup pendant 20 ans en Afghanistan. Ça fait un petit peu plus âgé que ça. Mais aujourd'hui aussi, ça existe. Il nous dit, il faut pas dire, par exemple, à cet objet, un bouteille. Ah oui, c'est comme Il faut le dire c'est ça. une autre chose. Ouais. Pourquoi? Parce que On peut pas appeler notre père un père comme voilà. oui. Pourquoi? Parce que nous, on décide comme ça. Non, c'est ma langue maternelle. Moi, j'ai appris comme ça parce que c'est ma mère qui m'a dit. Elle a compris comme ça parce que c'est sa mère qui l'a dit. Elle a compris comme ça parce que c'est écrit dans notre poésie, dans notre littérature, dans notre culture. On ne peut pas nous forcer à faire ça. Ignorer l'identité et toutes les choses qui tournent alentour de votre identité. Ça, c'est le projet de forcer la population à devenir une nation unique. La même religion, ça veut dire sunni, d'accord, sunni, l'islam, la même langage, pashto, la même manière de penser. Vous ne pouvez pas être vous-même, vous devez devenir quelque chose que nous on décide c'est quoi. Ça, c'est plus grave pour moi. Parce que, ok, évidemment, je connais ce danger de nationalisme aussi. Mais on est comme ça. On est comme ça. Notre identité de chaque personne, c'est quelque chose de très, très valeureux pour lui. Il ne faut pas le forcer à le perdre. Et troisième chose qui est très, très importante pour moi, démoniser votre identité. Ça, c'est très grave aussi. Ça veut dire quoi? Imaginons être moche en Afghanistan, c'était quoi? Être une Hazara. Vous êtes moche. Avec vos yeux bridés, démonisés. Ça veut dire que toutes les choses qui appartiennent à vous, votre culture, est moche. Étranger est moche. Vos yeux sont moches. Votre petit nez est moche. Votre visage rond est moche. La façon que vous parlez est moche. Ça veut dire, avec ça, il voulait amener une sorte de honte d'être Hazara, chez le jeune Hazara. Je me souviens, à Paris même à Paris, je rencontrais une Hazara, une fille Hazara, qui m'a dit, t'es super belle, une belle fille, qui dit, ah dommage, je suis pas assez belle. Et moi et ma famille dit, pourquoi tu dis ça?
Et il regarde mes yeux, ils sont bridés. Regarde mon nez, il est tout petit. Je dis, arrête, tu es incroyablement belle. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que tout le monde me moque dans ma communauté. C'est en fait, quand 2000 de 2013 jusqu'à 2016, je crois, quand je tape sur le Google France, je suis asiatique, tu vois, parfois, il remplit, la question qu'on cherche plus. Je suis asiatique et je suis moche. C'était, automatiquement Google remplit ça quand tu tapes «je suis asiatique». J'ai une expérience personnelle. J'ai pas la honte de le dire aujourd'hui. Et je le dis, quand j'étais jeune, très très jeune, 15 ans, je me disais, pour être accepté dans la société iranienne, on habitait en Iran à ce moment-là, je me dis, tu dois changer l'apparence. Je commençais à travailler pour avoir de l'argent pour m'opérer un chirurgie plastique, pour changer la forme de mes yeux, pour pas être asiatique, pour pas être quelqu'un avec les yeux bridés, Mmh. pour être mieux accepté dans la société. J'avais cette rêve, je vous cache pas. Mmh. C'est Pendant 3-4 ans, j'avais ça dans ma tête. Tu penses que tu n'es pas seul. Oui, je Tu n'es sais. pas seul. Et cette expérience personnelle, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je dis non, arrête, connerie, tu es comme ça. C'est pas ton problème, c'est leur problème. C'est eux qui doivent l'accepter. Toi, ça va. Mais j'avais cette rêve. Il y a beaucoup de monde qui, qui avait cette rêve. Même dans les réseaux sociaux, maintenant, c'est un petit peu. Ça existe aujourd'hui aussi, mais 2014-2015, quand on avait beaucoup de cette vague de chirurgie esthétique en Iran, je voyais que beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons à Zara, ils se repéraient pour changer la forme des yeux. Parce que ils voyaient que ça fait 2 générations que personne n'accepte pas ici. On pouvait être remarqué, même si vous parlez un accent parfait de Téhéran, quand ils voient votre visage, ils disent ah oui, d'accord, c'est une Azara. Alors, si je change la forme de mes yeux, la forme de mon nez, et après, avec mon accent pur iranien, je ne serais pas remarqué tout de suite. Je serais mieux accepté, moins en danger. Être Azara, avec cette forme de visage, est dangereux. Est dangereux. Parce que c'est vous vous êtes en première ligne pour recevoir toute la haine contre des étrangers, et des étrangers afghans en Iran. Vous êtes en première ligne. Voilà. Alors, je veux réduire ce danger pour moi. C'est pour ça que je m'opère, je change la forme de mes yeux. Et ça serait pas mal si vous posez cette question pour les touristes asiatiques qui étaient en Iran. Est-ce qu'ils avaient ce genre d'expérience, étaient pris par l'Iranienne comme une Nazara aux premières vues? Il faut poser la question. Et entre nous, on parle pas mal en fait, ouais, c'est un peu une sorte de blague, mais en fait, on peut pas devenir une autre ethnie. On on a par exemple, si ils discriminent avec, notre apparence, anatomie, et en fait, il y a pas de, solution. On peut pas trop changer. C'est pas à nous de changer, c'est le monde qui doit changer. Ouais, C'est le monde qui doit changer cette manière de penser. ouais, donc Bon, on est comme ça, voilà. on peut rien faire en fait. Il faut C'est rien eux. Mmh. faire. Oui, il faut rien Pour faire. nous, moi, maintenant, aujourd'hui, je suis contre ça. C'est pas notre devoir. C'est leur devoir. C'est eux qui nous ont discriminés. Mais si nous, on le fait contre les autres chez nous, ok, nous, on doit changer. D'accord? Si on discrimine les autres chez nous, par différence de leurs apparences, on est pareil. C'est ça que je dis toujours. Et quand je vois, souvent je parle avec un petit peu des extrémistes Hazara, nationalistes, pro-nationalistes, c'est ça ma réponse à eux. Vous êtes victime de discrimination. Vous ne pouvez pas devenir raciste. C'est pas... C'est incroyable pour moi, ça. Quand vous commencez à dire qu'on est différent, on est mieux parce qu'on est comme ça, on est comme ça, c'est la même chose qu'eux pensent. Arrêtez ça tout de suite. Parce que une victime qui devient criminelle,
toute façon, tous les êtres humains sont de même espèce, C'est même, ça. même espèce. Blanc, noir, je sais pas, jaune, on n'est pas tous différents là, quoi. Non, mais c'est du délire de dire qu'on est différent, en fait. Il n'y a un seul race qui est Homo sapiens sapiens. Voilà, c'est la scientifique, hein. Voilà, C'est évolution, c'est tout. J'avais 12e question que j'ai pas encore posée. Est-ce que, du coup, les groupes de gens Zara ont déjà pensé de partir dans des pays d'Asie, comme on trouve seulement presque les gens asiatiques comme nous, hein? Moi, je suis au courant de tous les mouvements des Hazaras après à 1980 jusqu'à aujourd'hui. Je suis actif aussi. Oui, on avait ce genre d'idées. Par exemple, il y a des pro-Hazara qui pensaient, OK, ils nous considèrent comme le reste de l'armée de Genghis Khan. On est prêt à partir en Mongolie. Ah, vivez là-bas. Euh, pour moi, c'était un petit peu rigolo, ça. Je dis, bah, ça veut dire quoi? Euh, Même, on avait des gens qui ont voyagé jusqu'en Mongolie pour voir, pour trouver la ressemblance, je ne sais pas, le mot, le nombre de tribus. Par exemple, pour moi, ils m'ont dit que, ouais, toi, tu viens de moi, je viens d'une tribu Hazara qui s'appelle Bessoud. Il dit, oui, même il existe un tribu en Mongolie qui s'appelle Bessoud. Et donc, ça, c'est le tribu de Genghis Khan même. Bourjigin, vous avez Bourjigaya, ils essayent de trouver beaucoup de ressemblances pour dire ça qu'on est des Mongols. Allez, on part en Mongolie, c'est un pays de 2 millions de kilomètres carrés, il y a 5 millions d'habitants, on serait bienvenus là-bas. Mais non, arrêtez cette rêve. Mais au début après chute de Taliban en 2003, quand je suis arrivé en Afghanistan, je voyais ça quand on voyait on avait beaucoup de pays, leurs armées dans notre pays, les Coréens, et on avait les Mongols aussi. Les Japonais étaient là, mais avec leurs ONG, ce n'était pas avec l'armée. Mais je me souviens parfaitement quand on voyait un militaire coréen ou mongol quand je dis nous, ça veut dire les gens qui étaient dans la rue. On était vraiment contents. On disait, ouais, toi, c'est notre cousin. Et culturellement, pour les Hazaras, le pays asiatique comme Corée, Japon, Chine, ils sont notre cousin. Il y a ce sentiment qui existe. Mais après, vivre là-bas, oui, aussi. Il y a beaucoup de monde qui aime y aller là-bas parce qu'ils pensent que là-bas, il n'y a pas de discrimination. Mais je ne crois pas. Je pense que ça existe aussi. Oui, Oui, je crois aussi. Je crois aussi. À l'étranger, vous êtes un étranger. Voilà, c'est tout. Oui. De toute façon, oui. Parce qu'il y a des différences culturelles. Et Il y a trop de voilà. choses. Religion, culture. Religion, oui. Et c'est compliqué pour quelqu'un qui n'était pas élevé dans un pays devenir un citoyen d'un autre pays, pour moi, parce que cette fracture existe toujours pour vous. Mais ça, oui, profondément, il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Même, on a une sorte pas Rastafari, je pense que vous connaissez le mouvement de Rastafari. C'est en Jamaïque ou pas mal de pays Amérique latine, il y a des populations d'origine africaine qui disent qu'il faut qu'on rentre dans leur continent natal, Afrique. Voilà, parce qu'on vient de là-bas. Cette mode de Rastafari existe chez les Hazaras aussi. Ils voulaient y aller. Mais voilà. Ouais. Après, la Corée, la Chine et le Japon accueillent pas beaucoup de... Je sais que ça n'existe pas beaucoup, cette Ouais, ça culture. Ouais. n'existe pas. Il n'y a pas d'immigration, Oui. pas beaucoup. Et moi, même, on avait à une époque, on avait pas mal de missionnaires coréens qui venaient chez les Hazaras pour convertir en christianisme. Ils étaient quand même... Ils avaient des succès. Ouais. La base de communauté chrétienne d'aujourd'hui, Hazara, on peut dire, je pense,
ils sont en pays scandinaves, je peux dire que le grain était fondu par les Coréens. Ah, ok. Ouais. On avait des missionnaires, même une groupe de missionnaires qui est arrêté par l'État et talibans au Ghazni, au sud d'Afghanistan. Oui. On avait à Bamiyan, à Kaboul, l'église en cachette, évidemment, parce que dans un pays comme l'Afghanistan, vous êtes là pour convertir les musulmans envers le christianisme. C'est impossible. Mais, Oui, ça, c'est une grande histoire. mais ils avaient des succès. Ah oui, oui. Ils arrivent à Ils sont très, très convertir. passionnés. Oui. Pourquoi ils arrivaient chez les Hazaras? Pas les autres. C'est ça la question qu'il faut poser. Parce qu'eux, ils la sentirent aussi qu'on est mieux bienvenu chez les Hazaras. Parce qu'on ressemble. Notre apparence est la même. Tu peux être fondu dans une famille Hazara tout de suite. Et mieux protégé, évidemment. Et tu es bienvenu parce que tu ressembles. Cette idée, pour moi, c'est pour ça que moi je pense que les missionnaires coréens arrivaient plutôt chez les Hazaras. Au Ghazni, au Bamiyan, ou d'autres Mais c'est un religions Hazara. peu position très profiteuse, hein. C'est-à-dire Je sais, mais on vient là-bas pour évangéliser, mais quand ils viennent chez nous, on n'accueille pas parce qu'ils ont une culture différente, oui, ils sont musulmans, c'est ça, ça je pense, je trouve ça un peu oui, parce qu'en même temps, très, oui. il faut imaginer ça, que Mm. notre désespoir Oui, aussi. Ça veut dire que pour moi, le missionnaire a pensé à ça aussi, que c'est une population désespérée. Oui. Alors peut-être il cherche mieux le chemin. Oui, je peux dire, une grande partie des athéistes ou des séculars d'Afghanistan, ils sont des Hazaras. Aussi, on n'est pas vraiment. D'abord, on est chiite. Deuxièmement, on était blessé beaucoup par notre religion qui était l'islam. Et les premiers athéistes qui commençaient à poser des questions sur la religion, c'était le majoritaire était chez les Hazaras. On a beaucoup, beaucoup d'athéistes aujourd'hui. Hazara, c'est une tribu musulmane, 80% chiite, qui pratique. Il y a une grande partie qui ne pratique pas vraiment. Parce qu'on était blessé par l'islam. L'ordre de massacre il y a 139 ans, c'est une ordre de massacre religieux. Cet roi qui s'appelait Abderrahman nous a massacrés par une fatwa d'une moula sunnite qui dit les Hazaras ils sont infidèles. Alors on était blessé beaucoup par l'islam. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment religieux. Moins religieux que les autres. Mais souvent, on a des profiteurs aussi. Par exemple, le gouvernement iranien qui a envoyé beaucoup, beaucoup de gens Hazara au combat en Syrie pour soutien de Bachar al-Assad. On avait beaucoup de morts là-bas, les gens Hazara qui sont partis là-bas, dans l'espoir d'être connus comme quelqu'un. Et c'était le gouvernement iranien qui a profité de leur croyance pour l'envoyer. C'est une croisade pour eux. Alors, de Syrie, les tombes sacrées des chiites étant en danger par les sunnites salafistes, alors partons pour le protéger. C'était ça d'abord. Et deuxièmement, c'était question d'avoir le papier. Le gouvernement iranien qui dit, si vous partez là-bas, qui faites combat là-bas, je donne papier à votre famille. Moi, j'ai pas de chiffres exacts, mais je pense qu'il y a entre 2000 peut-être morts des Hazaras en Syrie. Ils ont combattu pour Bachar al-Assad. Pourquoi? Mais il faut poser cette question. Parce que ils voulaient y aller là pour avoir le papier pour leur famille. Alors, on avait des profits comme ça. Bon, l'histoire, c'était plutôt sur les missionnaires coréens, mais je veux dire que moi, je connais deux, trois personnes qui ont participé dans ce combat et ils n'étaient pas croyants. Pas du tout. Mais le désespoir pour les Hazaras les amène à être victimes d'abus d'autres régimes, d'autres gouvernements, d'autres mouvements. Parce qu'on cherche toujours ça. On voulait
on serait accepté. Et pour eux, aller faire combat en Syrie, c'était un sacrifice pour leur famille. Et eux qui sont convertis en Afghanistan, après, la majorité, ils ont voyagé, ils ont parti. Ils ne restaient pas là-bas. Et je connais une personne qui était cachée au Pakistan pendant des années, 2 ou 3 autres qui restaient en Afghanistan, toujours, mais ils cachent leurs croyances aujourd'hui. En fait, c'était dans cet espoir de chercher une identité qui était ignorée tout le temps. Parce que quand être Hazara, ça commence à vous coûter cher, vous n'aimez pas être Hazara, avec cette anatomie, cette forme asiatique, ça vous coûte cher. Il ne faut pas être. C'est pour ça que vous-même, vous commencez à ignorer votre identité. Je pense que nos expériences en France, je pense que ça nous aide, à Diego et moi, de comprendre un peu cette idée. Mais le, si on avait juste vécu en Corée, je pense que peut-être on ne comprendrait pas tout ça. Et maintenant, en tant que du coup sud-coréenne, je pense que c'est vraiment incroyable qu'on n'a jamais étudié ça, parce que ça parle de nous, en fait, notre histoire aussi, et on n'a jamais étudié, ou j'étais pas bonne étudiante en Corée. Hmm. Diego, tu te souviens? En Corée, on n'a jamais... En fait, personne nous apprenait, nous enseignait sur l'histoire des Hazaras, ben, tout simplement l'histoire des minorités ethniques dans des pays asiatiques. On n'a pas du tout appris ce genre d'histoire, en fait. C'est Que vrai. nous, au contraire, nous, on vous avait suivi partout. Ça veut dire quoi? Il y a un exemple incroyable. Il y a une série télévisée qui s'appelle le caractère central, c'est quelqu'un qui s'appelle Jumong. Vous connaissez ça, je pense. Cette série de Jumong, qui était... les Iraniens, ils faisaient un doublage. Et après, cette série était en Afghanistan, les télévisions qui appartenaient à Tribu Hazara, elle a mis sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le monde adorait le regarder, les Hazaras. Ok, les autres aussi, parce que c'est une histoire historique et intéressante. Mais pour vous, quand je vous regarde une fois, je dis, on s'arrête, ça va. Je regarde les séries, c'est fini. Mais nous, je voyais à chaque fois, parce que je travaillais à la télé en Afghanistan, j'étais en contact avec beaucoup de télé qui étaient fondées par les Hazaras, qui étaient créées par les Hazaras. Ils leur en mettaient sans arrêt. Pourquoi? Là, vous avez un combattant, quelqu'un qui est en train de créer quelque chose. Oui, c'est vrai. Dans ces Et séries, là, oui. Nazara, avec cette apparence, il se voit dans Jumong. Il suivit ses rêves dans cette image. Vous voyez? Oui. Quelqu'un qui est en train de créer quelque chose assez fort, un peu plus uni. Et même toujours aujourd'hui, on le regarde. Mon père adorait cette série. Mon père est mort il y a 2 ans. Mais c'est quelqu'un qui la regardait tout le temps. Et pourquoi? Parce qu'il voyait quelqu'un qui a des yeux bridés en train de combat. En train de force. On voit la force dans Jumong. On voit la détermination. On voit sa volonté. Et toutes les... Voilà. C'était ça. C'est ça qu'on trouve dans le background, dans la tête des Hazaras. On voulait être, malgré toute l'ignorance et blessures, on voulait, voilà. Enfin, pour expliquer à nos lecteurs, en fait, un peu le contexte de cette série. Donc, en fait, le personnage, je ne sais pas si je comprends bien, mais en tout cas, le personnage principal, Jumong, donc, en fait, en coréen, ou en fait, ça, déjà un peu compliqué parce que contexte historique, vraie histoire, en fait, là, en fait, il faut un peu exclure les parties un peu légendaires, mais en tout cas, ce que nous comprenons en Corée, c'est en tout cas ce personnage courageux, brave, mais en fait, ce peuple, en fait, ce peuple coréen,
on dit en fait, de beaucoup, persécutés avec la domination par la domination chinoise, Han et du coup en fait, voilà, après, mener la lutte, contre cette domination et puis, pour fonder leur propre nation. Là, voilà, ça donne vraiment, en fait, sentiment de je ne sais pas, Une idée sentiment de voilà, nationalisme derrière quand même. oui, il y a de Voilà. Ouais. nationalisme, tu sais, Oui, oui, Après, oui. en dehors de l'histoire de ces séries, tu comprends, ces sensations de voir, les gens qui ressemblent à moi et ils créent une histoire, ils combattent, ils réussissent beaucoup, tout ça. Je pense que c'est pour ça dans l'art et dans la culture, il faut qu'on doit mettre, devant, les personnes comme nous, les asiatiques. Il faut que nos enfants doivent, regarder ou trouver, le personnage, tout ça, c'est parce que ça leur donne du courage, mais aussi inspire tout. Sinon, où est-ce qu'on peut trouver nos personnages? Tout à Dans la fait. culture. À 2014, pardon, je parlais avec quelqu'un qui était en Afghanistan, Monsieur Jean-Charles Blanc. Sa femme était archéologue, lui aussi il a fait pas mal de fouilles en Afghanistan. Et la première fois, quand il voyait ma femme, euh, c'était 2012, pardon, et il nous a dit que, waouh, je connais cet visage. Je le voyais au Bamiyan, parce qu'il voyait les statues de Bouddha avec tous les dessins à l'intérieur. Et il dit, je vois cet visage là-bas. Tu ressembles beaucoup. Tu ressembles beaucoup à le dessin que je trouvais là-bas. Et je dis oui, parce que Sidika, il vient de Bamiyan. C'est un originaire de Bamiyan. Elle dit, ok, c'est normal parce que euh, normalement, les artistes, ils recopient le peuple local dans leur truc religieux. Et là, c'est ça que je trouve, c'est très important. Qui l'artiste doit vraiment, quand il parle de sujets qui même il voulait mise en valeur ses idées et commence à travailler sur ses idées, il faut qu'il pense à ça. Nous, on a ça chez beaucoup de poètes. Une des poètes, par exemple, c'est mon frère Mustapha Azara. Quand on regarde ses poésies, c'est la souffrance de son peuple. Vous trouvez tout de suite vos yeux bridés dedans. Discrimination et tout. Il parle de ça. Et pas mal d'autres artistes aussi. Nous, on a trouvé ça. Ça veut dire que, en fait, si on présente notre apparence, notre culture, ce n'est pas pour ça pour dire qu'on est mieux que les autres. Jamais. On est comme tout le monde. Mais on voulait dire que on existe. C'est pas une image caricaturale qui était acceptée mondialement qui compte pour nous. Une princesse doit être blonde. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Notre princesse pouvait être avec les yeux bridés. Notre héros pouvait être quelqu'un, une taille moyenne, comme nous. Pas musclé, vraiment, peut-être. Notre héros, ça pouvait être un mec qui travaille au bord de la route à Kaboul. Et il fait un travail assez banal. Il vend des fruits, par exemple. Ça pourrait être lui, avec son apparence asiatique. C'est ça que l'artiste doit faire, en fait, à mon avis. Même il faut exagérer. Parce que quelquefois, on est obligé à présenter plusieurs fois une sorte de rappel à chaque fois. Moi, je trouve que c'est très important. Comme aujourd'hui, après 70 ans, on parle des génocides des Juifs. Il faut qu'on parle tout le temps pour pas oublier. Il faut qu'on fait des rappels à chaque fois pour pas oublier. C'est très, très important, à mon avis. Je suis d'accord, c'est tellement important et puis il faut qu'on essaye de,
montrer les personnages Oui, vraiment. Et comme tu es cinéaste, oui, donc il y a des choses que tu peux vraiment faire aussi, oui, c'est ça. j'imagine. Non, Ou peut-être tu as déjà fait plein de choses. ou pas, oui, dans une de mes films, oui, mais je travaille sur deux, trois scénarios aujourd'hui et vous pouvez trouver la trace de notre souffrance et notre culture. Évidemment que notre culture, ce n'est pas que la souffrance. Mais moi, je trouve que je peux parler plus facile quand je suis une Hazara. Je ne peux pas me transformer à être autre chose. Je le trouve que c'est une trahison. Ok, mes personnages, par exemple, un scénario, c'est à propos de un groupe des adolescents Hazara en Europe. Voilà. Je parle pas de sujet, c'est quoi, parce que bon, je garde pour moi. Et une autre, c'est un émigrant Hazara, un réfugié, qui est victime d'un attentat terroriste ici à Paris. Parce que c'est ça que je peux parler mieux aussi. Parce que c'est ça ma compréhension profonde. Bien sûr, c'est ton histoire C'est aussi. mon histoire. Si on raconte nos histoires, je pense que ça va aider beaucoup. Et d'abord, je pense qu'on a cette... je ne voulais pas dire il faut, mais je pense que c'est très important qu'on raconte nos histoires d'abord. À mon avis, l'artiste en train de raconter son histoire, ok, il a différentes formes peut-être, mais il est en train il ou elle est en train de raconter leurs histoires. L'art, c'est ça, on raconte nos histoires, c'est tout. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre chose derrière. Mais Mm, le langage est différent. mm. Le langage, c'est quelquefois cinéma, parce que pour moi, les disciplines artistiques, ils sont des langages. Et quelquefois, le langage est théâtre. Quelquefois, le dessin, pardon. Le dessin. Je suis complètement d'accord. Voilà. Mm. On raconte notre histoire. Il faut le raconter. Mm. Jusqu'à un moment que le monde, oui, c'est très utopia, c'est très rêve, mais un jour qu'on efface cette image caricaturale d'être humain, ce n'est pas un homme blanche, une taille comme ça. On a beaucoup de problèmes aussi, l'histoire comme des discriminations pour les femmes aussi. Mais en gros, il faut effacer cette image. Être humain, c'est pas un homme blanche à 1m80 avec les yeux marrons ou bleus. Et voilà, il faut qu'on efface ça. Ça, je pense, c'est la première chose. Être humain, c'est la diversité d'être humain. Voilà. Oui, il faut questionner sur la norme. Qu'est-ce que c'est la norme? Il faut Il faut l'effacer. dépasser ces Exactement. limites. Parce que là, on est trop. Enfin, je peux. Ouais, pas. C'est incroyable quand je vois les films. Oh là là, comment les Asiatiques. Ils sont jamais un personnage principal. Ils sont. Enfin, ils font leur rôle. Après, tu comprends aussi les acteurs qui doivent accepter ce rôle. C'est. Oh! Et, Non, je suis d'accord totalement. C'est ça le devoir d'artiste, à mon avis. oui. Et on est tous les trois là en France. Oui. Tu penses que ça signifie quelque chose? Et puis nos productions ici, tu Mm. penses que ça adresse au public peut-être différent qu'on était toujours dans notre pays? À mon avis, euh, c'est très important en France que vous commencez à faire ça. Pourquoi? Parce qu'une fois, vous n'êtes pas protégé par votre atmosphère. Vous êtes dans un endroit qui... Il y a beaucoup de diversité. Ça veut dire, le moment que vous êtes en Corée, que vous êtes dans votre communauté, vous êtes protégé quand même. Bien sûr, Discrimination. bien sûr. Vous ne le comprenez pas. On est vraiment dans D'accord, une bulle. vous entendez des choses, je ne sais pas, dans les news, infos, ou les critiques sur les réseaux sociaux, mais vous ne le sentez pas. Non, Et non. là, vous êtes en France, avec vos yeux bridés, dans une communauté qui se considérait culture chréto-judaïsme, chrétien-judaïsme, et blanche européen. Et vous êtes là, et vous êtes différent. Et vous le sentez tout de suite. Oui. Et puis là, on trouve les gens, on peut vraiment avoir de solidarité, mais aussi les personnes aussi non concernées aussi.
ils peuvent nous écouter. Oui, je trouve que c'est incroyable. Mais pour France, nos expériences, c'est un petit peu différent. Pourquoi différent? Parce que car on était une population persécutée. Et quand vous arrivez en Europe, euh, tout de suite, on n'était pas persécuté par être Hazara, mais on trouvait une autre différence ici. Euh, la quantité de discrimination était diminuée beaucoup. Ça veut dire quoi? Ici, vous, les Hazaras, ils vous confondent avec les Asiatiques de Chine, au Japon, ou je ne sais pas quoi. Par votre chance, s'ils vous considèrent comme japonais, ok, ils ont beaucoup de respect pour vous. Ça passe. Ça passe. Aux Coréens. Mm. Si vous êtes considéré chinois, ça passe pas très bien. Oh. Mais quand même. Quand même. Mm. Quand même. Quand même, ne menace pas vis-à-vis. Et vous oubliez ça, que vous venez de Moyen-Orient et vous êtes musulman et vous considérez comme une menace ici. C'est la seule fois dans la vie des Hazaras que être asiatique le protège un petit peu. Sauf si eux-mêmes, ils se révoltent pas, ils se présentent pas avec leurs hijabs ou je ne sais pas, leurs cérémonies religieuses. Là, il y a Le un monde, aspect culturel voilà, qui se tue en fait. qui vous protège. Être asiatique a protégé les Hazaras ici. De quoi? De que tout le monde le considère le peuple de Moyen-Orient, une autre sorte de discrimination qui existe en Europe. Parce que vous venez de Moyen-Orient, vous êtes terroriste alors. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Tout de suite, vous êtes musulman, vous êtes en danger. Et on était épargné un petit peu dans la lieu publique. Quand il vous voyait, il dit ah, c'est pas une arabe, tu n'as pas une tête d'arabe, alors tu n'es pas terroriste, tu as une tête d'asiatique. Il vous protège. La tête asiatique vous protège un petit peu. C'est ouais, à la fois une protection, mais aussi toujours la Dans perception discrimination, exactement. Oui, c'est du discriminative. racisme aussi. Oui, il est C'est- caricatural. Oui, même si Parce ça... que vous êtes chinois, vous n'êtes pas dangereux. Voilà, Oh, oui, alors c'est ça, protège, vous allez au travail, votre petit travail, vous êtes calme, cool, il n'y a pas de danger de votre part. Mais si vous êtes arabe, vous êtes nord-africain, vous êtes dangereux. Vous êtes iranien, vous êtes dangereux. Vous êtes afghan, vous êtes dangereux. Et ils vous voient avec les yeux bridés, ils vous épargnent tout de suite. Ok, vous êtes asiatique alors. C'est drôle. À mon avis, ça ne pouvait pas exister le bon côté des discriminations, mais on peut le considérer comme ça. Vous êtes un petit peu protégé. Un petit peu. Donc les deuxième, troisième génération des Haras en France, Oui. ils, comment on dit, peut-être ils sont contents d'être perçus parfois asiatiques de d'autres pays. Pour eux, être asiatique, ça le fait mal un petit peu. Parce qu'ils n'étaient pas dans notre situation en Iran, en Afghanistan, d'autres pays. Alors, pour eux, le monde doit être un monde avec l'égalité. Si vous êtes chinois, vous êtes afghan, iranien, ils ont dans une autre une imagination d'utopie. Voilà. Et quand ils voyaient ça, qu'ils étaient discriminés par leurs apparences, ça le blesse. Parce qu'ils sont français. Oui, parce qu'ils sont français. Qu'ils voient entre leurs amis, voilà, il y a, ok, bon, d'accord, tu n'es pas français vraiment, tu es un petit peu asiate, quoi. Vous voyez, cette différence amène une sorte de discrimination pour eux. Que nous, notre génération, malheureusement, dans notre psychologie, on a accepté qu'on pouvait être discriminé par notre apparence, parce qu'on est différent. C'est dommage, mais ça existe. Ça nous blesse, mais ça ne nous révolte pas. On dit ça entre nous souvent quand on parle. D'accord, mais ce n'est pas comme Afghanistan. Dis merci Dieu. Vous voyez, ça veut dire que, ok, dans notre langue maternelle, on a une expression qui dit attrape quelqu'un par la mort pour qu'il accepte le fièvre. Menace quelqu'un avec la mort, il va accepter le fièvre. D'accord? Ça veut dire que la mort, c'est très grave. Mais un fièvre d'avant, ça passe. Cette expression, c'est ça en fait. Je le vois ici. Ok, en Iran, en Afghanistan, tu étais comme ça, tu n'étais pas considéré comme un être humain.
Et là, ça va, ok, bon. Être asiatique, quelquefois dans la rue, les gens qui font le signe avec les doigts et qui tu distingues tout de suite, c'est blessant, mais c'est pas très grave parce que ça va pas mettre ta vie en danger. Qui est Hazara, avec les yeux bridés, va mettre en danger ta vie et ton existence. Et si ton existence n'est qu'en danger. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de mécontentement chez les Hazara en Europe au niveau de l'apparence. Je vous parlais. Peut-être culturel, c'est autre chose, mais l'apparence, je peux dire que ça nous a aidés. Voilà. Je me souviens qu'après les attentats de Paris, ça, 2015, j'avais beaucoup des amis afghans, pas Hazara, et les amis arabes qui étaient blessés vraiment par des propos racistes, insultants, voilà. De tout, que nous, on était parmi, voilà. On était parmi. Ouais, Voilà. ces témoignages reflètent vraiment plusieurs couches de Tout à fait. discrimination. Oui, tout à fait. Ça résume presque nos sujets de podcast presque. Oui, tu crois. Oui. Tu crois. Poétiquement, Mm. tout. Oh. C'est vraiment, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et donc, je pense que pour notre podcast, on arrive presque à la fin. Et comme tu as des rendez-vous, tout ça, déjà, c'était un temps très précieux. Mais j'ai beaucoup de questions. Je veux pas terminer comme ça. Oui, c'est Je vrai, peux on a... continuer 10 heures. J'ai Je pense l'impression qu'on que. peut continuer ça Oui, toute c'est. la journée encore, mais... Ouais, parce qu'on n'a pas vraiment parlé Mm, de tes expériences en France et les deuxième génération, mais aussi de Europe mm. partout, Oui. tout. J'espère qu'on aura une deuxième occasion, mais Avec vraiment. plaisir, moi je suis partant, Oui, voilà. Je Oui, suis partant parce parce que moi, je suis content aussi que euh, nous, on parle pas beaucoup de ça. Et aujourd'hui, avec vous, je parle beaucoup de ça. Et ça, c'est vraiment, ça me soulage. Euh, c'est un, comment on dit, dans votre programme, je dis des choses que je parle pas souvent. Vous voyez? C'est un lieu pour se libérer, pour se parler des choses qui restaient dans notre nous corps. apprécions Ouais, beaucoup, vraiment, c'était ce très partage. important pour moi aussi. voilà. Je te remercie infiniment, Ali, et Oui, Je vous en merci. prie. Merci oui, Diego, merci Mona. Voilà. je pense qu'on aura deuxième occasion. Il faut. C'est Avec plaisir. très Avec important. plaisir, je suis partant. Voilà. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre podcast ASEAN Echo. Merci à vous et je vous souhaite vraiment bon courage.